Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons lancer ce webinaire. Bienvenue au webinaire endométriose et travail, handicap, invisible et impact, visible. Comme vous le savez aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel qui est encore trop méconnu. Donc l'endométriose en milieu professionnel et sa reconnaissance comme un handicap, invisible. Donc l'endométriose, elle touche, 1 femme sur 10 et pourtant elle reste une maladie souvent mal comprise, méconnue, avec des répercussions importantes sur la vie professionnelle des salariés concernés. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre, on va aller chercher en tout cas à mieux comprendre ce qu'est l'endométriose et ses conséquences sur le travail, mais aussi pourquoi elle peut être considérée comme un handicap. Comment les entreprises, elles, peuvent, accompagner leurs salariés touchés? Quels sont les dispositifs existants aussi, pour faciliter, leur maintien en emploi, tant pour les salariés que pour les employeurs aussi? Et puis, voilà, nous avons la chance d'accueillir 3 intervenantes expertes, du moins sur, leur sujet et en lien avec le nôtre aujourd'hui. Elles vont nous faire part, de leur expérience et partager, aussi des solutions concrètes pour mieux accompagner les salariés, atteints de la maladie. Donc je vais me permettre, du coup de vous présenter. Donc nous avons avec nous, Lucie Cobel qui est directrice du développement de Hello Handicap. Le plus grand salon, de recrutement 100 digital dédié aux talents, en situation de handicap. En parallèle, Lucie, elle est, aussi bénévole sur des sujets de santé mentale et de handicap psychique et puis, également à l'innovation, de l'organisation et de la création du festival, de la nuit de l'handicap. On a aussi avec nous Pauline Lafaille. Donc Pauline, elle est, chargée de mission handicap et responsable qualité, dans le service QVCT chez Decathlon. Donc elle œuvre, pour l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs et collaboratrices dans son entreprise, par le biais notamment, de journées, d'organisation de journées dédiées au sujet de la santé. Et puis enfin, on a Hélène, Antier, donc cofondatrice de Live. Après avoir cofondé, donc plusieurs startups, son diagnostic, tardif et le constat de l'errance post-diagnostic l'ont poussée alors à consacrer aussi son énergie à de l'innovation en santé pour trouver des solutions. Et donc avec, son équipe, Live, elle a développé, Livendo, qui est la première thérapie numérique française dédiée à l'endométriose, avec, l'objectif, d'améliorer concrètement la qualité de vie, des patients. Alors, si vous pouvez, couper vos micros si c'est possible, ce serait génial, que le son soit idéal pour tout le monde. On va avant de commencer, quelques petites consignes. Nous avons, organisé ce webinaire en plusieurs parties thématiques, chacune avec des interventions de nos expertes. Vous pouvez poser, vous, vos questions tout au long, du webinaire et il y aura un moment dédié, à la fin où on se fera un plaisir, de répondre à vos questions. Et enfin, ce webinaire, pour nous, c'est un espace bienveillant et on entend aussi, que ça le soit pour vous. Donc n'hésitez pas à partager, vos expériences et vos réactions, avec respect. Voilà. Donc merci, du coup, à toutes les 3 d'être là. Pour bien poser le cadre de notre discussion, il me paraît quand même, essentiel de comprendre, ce que c'est l'endométriose et les difficultés, évidemment que ça peut engendrer, notamment dans le milieu professionnel. Donc commençons par cette meilleure compréhension de la maladie. Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est l'endométriose et quels sont les impacts sur la vie quotidienne, et professionnelle? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques rappels importants et quelques explications, pour celles et ceux qui auraient besoin vraiment de compléments d'informations sur cette maladie. Donc Léa le disait, c'est une maladie qui concerne 10 des femmes, donc ce qui représente à peu près 200 millions de femmes dans le monde et près de 2 millions de femmes, rien qu'en France. C'est une maladie donc qui n'a pas de traitement curatif et qui a un retentissement à la fois systémique mais aussi des symptômes qui persistent dans plus de 80% des cas, malgré une prise en charge médicale et chirurgicale. Il est important, à mes yeux, de rappeler la définition de la maladie qui évolue fort heureusement. Et donc, pour vous en dire un petit peu plus, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, chronique et systémique qui se caractérise par la présence de tissus qu'on dit semblables à de l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc, c'est important de voir cette évolution puisque c'est bien plus qu'une affection gynécologique, puisqu'elle peut toucher plusieurs organes, donc jusqu'aux intestins, la vessie, le rectum, le diaphragme dans des cas plus rares. Et donc, elle entraîne des douleurs, des troubles de la santé mentale, des problèmes digestifs et urinaires, et donc un impact pour certaines sur la fertilité
et aussi, dans de nombreux cas, sur la qualité de vie globale. Quand on a une endométriose, on a aussi souvent un risque plus élevé de différentes maladies chroniques, une dérégulation du système immunitaire et du système inflammatoire et du microbiote. Donc, on peut le voir et le comprendre. Donc, il s'agit bien d'une maladie qui est reconnue comme un handicap invisible, notamment en raison de la douleur qu'elle entraîne. Et donc ça a des conséquences importantes, notamment au travail, qui est le sujet du jour. Par exemple, les douleurs chroniques qui peuvent être pelviennes, neuropathiques, articulaires, et qui peuvent donc être imprévisibles et invalidantes. Une fatigue fort importante qui peut impacter à la fois la concentration, mais aussi la capacité à travailler sur de longues périodes. Des troubles digestifs et urinaires qui peuvent être fort handicapants, qui peuvent nécessiter des pauses fréquentes, un besoin d'intimité particulier. Ça peut limiter l'accès à certains métiers, à des déplacements professionnels pour certaines. On parle aussi beaucoup d'absentéisme, mais en fait, il y a un sujet qui est surtout celui du présentéisme, c'est-à-dire que nous sommes présentes au travail et bien présentes, mais en étant en difficulté. Et il y a aussi des sujets d'incompréhension avec l'entourage, notamment professionnel, dû à ces comportements parfois d'évitement ou peu compris de la part de l'entourage professionnel. Voilà pour une présentation assez synthétique de la maladie. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Ce qui pourrait être, donc du coup, à mon sens, intéressant, c'est, toi, Lucie, en tant que spécialiste du handicap en entreprise, est-ce que tu pourrais nous parler notamment des difficultés rencontrées par les salariés atteints d'endométriose dans leur environnement de travail? Merci beaucoup Léa, merci Hélène et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'était très intéressant ce qu'a dit Hélène et c'est une très bonne introduction. Euh, alors effectivement, il y a plusieurs types de difficultés au travail que rencontrent les personnes, les femmes touchées par cette maladie. D'abord parce que ces difficultés, déjà, elles sont pas visibles. Ce que disait Hélène aussi, c'est que c'est des difficultés qui sont vécues par les personnes et qu'on ne voit pas. Alors, il y a évidemment l'impact physique, les douleurs, la fatigue, les crises, etc. Euh, et ça, cette variabilité, elle est souvent mal comprise. Comme disait Hélène, c'est exactement ça. Et ça peut être même perçu comme un manque d'implication de ces personnes-là. Évidemment, il y a aussi l'impact sur la santé mentale hein, de la personne. Forcément, ça joue sur l'humeur, ça joue sur la motivation. Voilà, c'est forcément, il y a des impacts forts sur la santé mentale. Et justement, il y a l'impact psychologique, hein, qui est une composante très importante. Euh, Quand on vit avec une maladie alors, invisible et qui en plus est mal connue et qui génère pas mal encore beaucoup d'ignorance malgré les enjeux que ça représente, on peut évidemment avoir du stress, on peut se sentir coupable vis-à-vis de ses collègues, de l'équipe, on peut même se sentir isolé. Ça rejoint aussi ce que disait Hélène. Et puis du coup, bah, elles ont souvent peur d'en parler parce qu'elles ont peur aussi d'être discriminées. Et ça, c'est assez commun finalement à tous les handicaps invisibles. Et puis après, bah, il y a les contraintes aussi d'organisation, les contraintes organisationnelles, pardon. Bah, on peut avoir des traitements médicaux, on peut avoir besoin d'aller faire des soins, des rendez-vous chez les médecins. Parfois, on peut ne pas pouvoir travailler pendant des crises, par exemple, qui nous clouent sur le canapé avec des douleurs intenses. Donc ça aussi, évidemment, ça fait partie des difficultés. Et donc, ça nécessite de la flexibilité de la part de l'entreprise. Mais il y a encore évidemment beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes pour la flexibilité et qui ne sont pas prêtes à adapter l'organisation de travail. Voilà pour les principales difficultés, en fait. Merci beaucoup Lucie, je pense que ça permet aussi de compléter, évidemment le propos d'Hélène, sur la maladie en elle-même, donc merci à vous 2. Ce qui peut être intéressant là, c'est aussi de voir parce qu'on a Pauline, qui est avec nous, si toi tu as des exemples, concrets de salariés qui ont rencontré donc des obstacles dans leur parcours professionnel, à cause de l'endométriose en fait? Oui, complètement. Bah, bonjour à tous et à tous. Donc, en effet, en résonance avec ce que Lucie et Hélène ont pu expliquer précédemment, bah, c'est vrai qu'il
Il y a des répercussions dans la sphère professionnelle. En 2020, l'association Endo-France a dit que 65% des femmes atteintes estiment que la maladie affecte négativement leur bien-être au travail. Donc, c'est quand même plutôt un pourcentage important. Et dans les exemples, bah, Hélène en parlait, il y a l'absentéisme. Par exemple, des femmes qui peuvent plus, des collaboratrices qui peuvent pas assister à telle réunion, qui peuvent pas être présentes sur le terrain, etc. Il y a aussi tous les métiers où il y a des postures debout qui parfois peuvent être compliquées, complexes. Il y a aussi tout ce qui joue autour des déplacements, des femmes qui ne peuvent pas partir en déplacement pour leur métier, etc. Ça peut être vraiment contraignant. Et en fait, tout ça, ça entraîne une culpabilité chez les collaboratrices et aussi une incompréhension de la part de l'équipe, du leader, si jamais c'est pas connu. Et ça peut aussi, même si la maladie est connue. Donc, c'est vrai qu'il y a un réel impact sur la sphère professionnelle. Je peux peut-être rebondir avec des... Tu donnais justement un chiffre clé, justement. On a des données chiffrées qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour la reconnaissance de l'impact économique, professionnel, etc. Donc il y a cette enquête Endovie, donc Ipsos Gedon Richter avec Endo France, qui donne aussi plus d'un tiers des femmes qui considèrent que la maladie pourrait avoir des conséquences sur leur perspective de carrière professionnelle ou d'évolution. Donc c'est aussi ce que tu disais, Lucie, c'est-à-dire cette peur d'être discriminée face à ces problématiques. On a aussi des données chiffrées qui sont extrêmement intéressantes. Celle-ci date de 2012, mais c'est une étude de grande envergure qui a été menée dans 10 pays auprès de 16 centres investigateurs. Grâce à elle, dont la France, grâce à elle, on sait qu'il y a 11 heures de perte de productivité en moyenne par semaine et par femme, ce qui représente 9 500 euros de coûts par an et par femme, dont les deux tiers en perte de productivité. Donc rien qu'en France, le coût total à la collectivité est de 10 milliards d'euros. Et donc ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes pour la reconnaissance. Notamment, on sait qu'il y a eu cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été lancée en janvier 2022 par le gouvernement. Et donc, parmi les piliers adressés, il y a ce volet de l'endométriose au travail. Et donc, on sait aujourd'hui que c'est très pris en considération. Donc, on avance dans le bon sens sur ces sujets. Et si je peux compléter, Hélène, c'est hyper intéressant. Non seulement il y a des problématiques pour l'évolution de carrière et la vie en entreprise et le maintien dans l'emploi et en emploi, c'est aussi une grosse problématique au moment de la recherche d'emploi. Mhm. Euh, Moi, j'ai un cas très précis d'une de mes meilleures amies qui est atteinte d'endométriose assez sévère et elle n'a pas été recrutée clairement à cause de ça. Donc, il y a vraiment de la discrimination. C'est souvent aussi pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, d'adapter l'environnement de travail ou l'organisation ou les horaires. Mhm. Du fait de leur métier, hein, du fait de leur business, elles ne sont pas forcément comment dire, à blâmer. Mais il y a aussi, alors là pour le coup c'est à blâmer, des idées reçues. Cette amie me disait, bah, je passe un entretien, tout se passe bien, je suis prête à être embauchée. Et quand j'aborde la situation, là, on me dit, ah ben non, on ne peut pas se permettre d'arrêt maladie, etc. Donc là, on est clairement dans la discrimination réelle. Voilà. Et il y a aussi la notion, tu disais, de la perte de productivité, mais il y a aussi Mhm. toutes celles qui vont du coup surcompenser pour ne pas perdre de productivité. Mais là, en fait, ça va faire perdre au niveau de la sécurité sociale et des soins qui vont être beaucoup plus conséquents du fait de cette surcompensation, en fait. Donc, voilà. De toute façon, c'est une perte pour tout le monde. Ouais. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dès l'orientation des étudiantes, celles qui souffrent déjà depuis plusieurs années font aussi leur choix d'orientation, de métier, etc., en fonction de ces douleurs, puisqu'elles se projettent à long terme dans des difficultés. Et donc, Mm. ça fait partie aussi des leviers sur lesquels il faudrait pouvoir agir effectivement. Je crois que Ah, on t'entend plus, Léa. je pense, pardon, désolée. On est bon? Ouais. Ouais.
Là, on a vu en tout cas, et on a entendu quelles étaient les difficultés rencontrées, hein, par les salariés donc atteints d'un handicap, et plus spécifiquement, aussi atteints d'endométriose. Je crois qu'on n'associe pas toujours en fait, déjà l'endométriose comme étant une maladie, mais aussi l'endométriose comme étant un handicap, et c'est là où j'aimerais, voilà, qu'on reprécise, aujourd'hui cette notion, et peut-être que Lucie, toi, tu peux nous expliquer en quoi l'endométriose, elle peut être reconnue aujourd'hui comme un handicap en entreprise? Aujourd'hui, c'est évident. En fait, l'endométriose, en général, les maladies, quand il y a un impact significatif sur sa capacité à travailler, alors ça peut être reconnu comme un handicap. C'est une logique. Dans le Code du travail, la définition du travailleur handicapé, c'est toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Et ça, c'est la notion qui a été introduite notamment avec la loi de 2005, hein, qui est une loi pilier. Et cette notion, c'est la notion de situation de handicap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sa maladie, sa pathologie a un impact sur sa capacité à occuper son poste comme n'importe qui, alors on peut avoir une reconnaissance. On peut être en situation de handicap, par exemple une coiffeuse qui devient allergique aux couleurs, ce qu'il y a dans les couleurs. Elle va alors être en situation de handicap. Si elle travaille dans un bureau, elle ne le sera plus. Donc c'est vraiment cette notion de situation de handicap et qui doit donc du coup être compensée par l'aménagement du poste. Merci beaucoup, beaucoup Lucie. Je pense que ça peut être intéressant, notamment, Pauline, de comprendre aussi pourquoi, à quel moment, en fait, chez Decathlon et pourquoi et comment, vous avez décidé, en fait, d'intégrer l'endométriose dans cette politique d'handicap. Il y a une compréhension, je pense, des enjeux, que Lucie a partagés, mais voilà, comment est-ce que ça s'est mis en place? Bah, aussi, ce qu'Hélène a partagé au début, c'est vrai que l'endométriose, c'est un vrai, sujet de santé publique. Aujourd'hui, c'est très important, de pouvoir prendre parti ce sujet. C'est une femme sur 10 qui est concernée. Donc, c'est vrai que dans une entreprise, comme Decathlon de 20 000 salariés, ben, potentiellement, ce chiffre peut être aussi, mis en place. Donc peut-être qu'une collaboratrice sur 10 peut être concernée. Donc déjà, avec ce constat-là, c'est super important qu'on puisse prendre ce sujet en main. Et aussi, c'est vrai que chez Decathlon, on a une culture de l'inclusion, une culture de bienveillance qui est plutôt très forte. Donc, c'était pas un sujet, enfin, c'était logique pour nous, en tout cas, de prendre ce sujet. Et pour compléter, on a aussi fait en 2022 une enquête santé qu'on a fait partir auprès de 3000 collaborateurs et qui nous a permis de conforter en fait cette idée de vraiment prendre en charge bah, tout ce qui est maladie chronique au travail et en partie l'endométriose. Super, merci beaucoup Pauline. Je pense que ça peut être intéressant peut-être, Lucie, de ton prisme, tu as peut-être d'autres exemples, de comment les entreprises elles prennent aujourd'hui en compte les maladies chroniques et les pathologies notamment spécifiques, aux femmes dans leur politique, handicap. Si tu veux nous les partager, ça pourrait être intéressant de pouvoir comparer aussi avec ce que Decathlon fait et donner, d'autres idées d'initiatives à mettre en place aujourd'hui, pour les entreprises. Pauline et le travail qu'elle fait sur ces sujets-là, Decathlon, c'est clairement une des enfin une des rares, on va pas dire rares, mais il y a un très 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 petit échantillon des entreprises qui commencent à mener des actions sur ces sujets-là. Donc Pauline, bravo déjà. Alors c'est vrai on voit quand même qu'il y a une tendance, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte ces sujets-là, notamment ce qu'on appelle les pathologies spécifiques aux femmes. Bon, il y a encore énormément de chemin à faire, hein, clairement, vu l'enjeu et vu les sujets que ça implique. En fait, traditionnellement, les entreprises, elles ont eu tendance d'abord à prendre en compte et à accompagner ce qu'on voit, le handicap, et en fait, tout ce qui est handicap visible, en fait, ou ceux qui sont déjà reconnus administrativement. Là, souvent, il y a des politiques handicap structurées avec des missions handicap et des politiques qui peuvent être déclinées à ce niveau-là. Alors, les maladies chroniques, quand même, il faut savoir que ça concerne un salarié sur quatre. Donc, tu disais, Pauline, une femme sur 10.
Et en général, les maladies chroniques, c'est une personne sur quatre. Donc c'est énorme en fait. Et si on ne prend pas en compte ça, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, ce qui évolue pas mal, c'est déjà, il y a plus de sensibilisation sur ces sujets-là. Il y a des entreprises qui lancent des vraies campagnes d'information, de sensibilisation, et notamment sur les pathologies qui touchent les femmes particulièrement. Il y a des aménagements qui commencent à être mis en place, donc évidemment avec l'adaptation des horaires, avec le télétravail, avec des aménagements vraiment ciblés, on va dire. On peut aussi s'absenter pour aller faire des soins, et c'est prévu dans l'aménagement, donc on culpabilise quand même beaucoup moins. On explique aussi à l'équipe, on libère la parole aussi, de plus en plus. Et du coup, on reconnaît de plus en plus spécifiquement les impacts, en fait, les besoins spécifiques des femmes. Bah, il y a l'endométriose, mais il y a aussi tout ce qui est syndrome kyste des SPP. ovaires, Mhm. les Le douleurs menstruelles. syndrome des ovaires polykystiques, ouais. Voilà, c'est ça. Merci Hélène. Il y a aussi bah, toutes les douleurs menstruelles en général, sans forcément être touché d'endométriose. On peut avoir aussi des problématiques hormonales, etc. Et puis, il y a aussi la ménopause. On commence à en parler. Et c'est un sujet encore très tabou. Moi-même, j'y suis, hein, dedans, en plein dedans. Et c'est vrai que ça entraîne énormément enfin, d'impact sur le physique, sur le mental, sur enfin, énormément de sujets. Et là, on commence tout doucement à en parler. Ça touche Et, aussi à un tabou, évidemment, la ménopause. ah Tout bah à fait, complètement, complètement. absolument. C'est là où vraiment les femmes sont considérées comme seniors Mhm. bien avant les hommes, finalement. Et c'est un peu dégueulasse, quoi. Et puis, après, bah, il y en a de plus en plus, du coup, qui vont intégrer ces sujets-là dans les accords handicap. Donc, les accords, c'est des engagements avec les partenaires sociaux sur 3 ans, avec des plans d'action, des objectifs chiffrés, des engagements. Donc, on commence vraiment à l'intégrer à la politique handicap. Après, il y a des exemples il y a de plus en plus d'entreprises qui font des choses. Le congé menstruel, c'est en train d'être structuré et être, on va dire, gravé dans le marbre. Il y a par exemple Carrefour qui l'a mis en place, L'Oréal, une entreprise s'appelle La Collective en France, des petites boîtes aussi, des PME comme Louis ou Good Days, qui du coup permettent aux salariés EES touchés de pouvoir prendre des jours de congés spécifiques et qui sont évidemment pas déduits des congés, voilà, qui sont vraiment des congés dédiés. On va faciliter le télétravail aussi, donc dans ces entreprises, ou quand le poste évidemment le peut. On va aussi mettre en place des aménagements pour soulager le port de charge ou la station debout aussi. On va essayer de mettre en place des systèmes de pause, etc. Et puis, on a maintenant des accords d'entreprise, il y en a encore peu, qui sont entièrement dédiés à la santé des femmes. L'Oréal le fait, ou BNP Paribas aussi, qui a mis Oui. en place un accord spécifique sur la santé féminine. Après, la grosse problématique encore, c'est toujours pareil, hein, mais ça, c'est sur l'ensemble des maladies et des pathologies qui ne se voient pas, c'est de libérer la parole. Et tout part de ça, et forcément aussi donc d'un engagement au plus haut niveau de l'entreprise. Pour libérer la parole, il faut qu'on s'engage dans le top management, en fait. Carrément, je pense que tu le dis, très bien, Lucie, c'est qu'en parler, ça permet de faire avancer les choses ou du moins de faire commencer, à faire réfléchir aussi autour du sujet. C'est aussi, faire comprendre à l'entourage, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, que, bah, c'est pas simplement un problème de douleur de règles, notamment pour l'endométriose, qu'il y a beaucoup plus, autour de la maladie et donc la sensibilisation permet la compréhension aussi et derrière l'action. Donc peut-être Hélène, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur pourquoi c'est essentiel, selon toi, de sensibiliser les salariés et les employeurs, sur cette maladie? Oui, en fait, ce qu'on observe, nous, chez Liv, je dirais en 3 points. Il y a d'abord le sujet donc RQTH et aménagement. Déjà, c'est un choix, enfin des choix qu'il faut connaître. Donc il y a beaucoup de femmes atteintes d'endométriose aujourd'hui qui ignorent encore
que l'endométriose peut ouvrir un droit à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou même à des aménagements de poste. Donc ça, c'est vraiment des informations à connaître absolument, d'autant plus que cette maladie, même pour certaines femmes, n'est pas encore, si elle leur a été présentée comme n'en étant pas une vraiment, etc., véritablement, elles ignorent que ça ouvre des droits à une RQTH potentiellement. Bien sûr, on rappelle aussi que ce n'est pas une obligation, mais c'est une option qu'on pourrait qualifier de précieuse pour adapter son travail à sa santé si on en a besoin, bien sûr. Toutes ne diront pas qu'elles en ont besoin. On parlait de tabou, et ça c'est un vrai sujet tabou. L'impact professionnel de la maladie est encore peu reconnu, y compris de certains médecins. Donc certaines femmes qui souhaitent aller vers ces démarches se confrontent à des médecins qui ne sont pas forcément, enfin qui peuvent être parfois un peu réfractaires au sujet. Donc on avance sur ce sujet d'ailleurs, donc ça c'est évidemment une bonne nouvelle. Et donc sensibiliser, c'est aussi lever le tabou et faciliter un maximum l'accès aux dispositifs existants. Et là, tout le monde doit s'engager dans cette voie. Et enfin, il y a la notion, je dirais, d'informer vraiment aussi pour agir, donc avec une sensibilisation à tous les niveaux de l'entreprise, donc les entreprises, les recruteurs, les médecins, les infirmiers, les assistantes sociales, etc. Tout le monde doit être sensibilisé à ce sujet. Et nous, en tout cas, chez Liv, on accompagne enfin, les organisations qui souhaitent vraiment mieux intégrer aussi cette réalité-là du mieux qu'on peut. Ce n'est pas le cas de tous nos déploiements, mais en tous les cas, c'est aussi fréquent que cette incorporation avec le sujet RQTH soit mise aussi en avant. Merci beaucoup, Hélène. Je crois que l'important, c'est de savoir pour avoir le choix. C'est une phrase que tu nous avais répétée aussi, qu'on répète souvent en fait chez Liv, aussi. Et puis bon, bah, voilà, c'est libre à chacune de savoir ce qu'elle veut mettre en place, mais en tout cas, de savoir déjà, quelles sont les possibilités. C'est ça, je crois, le plus important et c'est aussi ce que vous essayez de faire, Pauline, chez Decathlon avec la mission handicap. Toi, quel est le positionnement en fait de la mission handicap vis-à-vis de la sensibilisation en interne? En effet, comme tu l'as dit, je pense que le rôle de l'entreprise, c'est de donner l'information et ensuite, chaque collaboratrice chemine, pour arriver, à se diriger vers d'autres aménagements de poste. À la mission handicap de Decathlon, aujourd'hui, on a 4 axes prioritaires de notre accord et le second est autour de la sensibilisation et de la formation. Donc c'est vrai qu'on a très vite compris que la sensibilisation, c'était un vrai levier, pour libérer la parole, pour faire prendre conscience aussi, de ces 80 de handicaps qui sont invisibles et ce chiffre est très peu connu, il y a beaucoup de stigmas autour de tout ça et on a plusieurs façons de sensibiliser aujourd'hui. On peut le faire, via des webinaires, comme on est en train de faire, là maintenant tout de suite. On peut aussi le faire de façon ludique, avec un jeu de cartes, qu'on avait co-construit ensemble. Aussi, on a une radio interne, on a la chance d'avoir, beaucoup de canaux, donc on a une radio interne, qui est plutôt écoutée par les collaboratrices, le matin. On peut le faire aussi sous forme de newsletter, de mailing. On a un site RH aussi où le contenu est mis à jour, où vous pouvez retrouver, tout ce qu'il y a et on fait aussi des tables rondes en petits groupes, pour libérer la parole, de façon plus informelle et ensuite, se rediriger, vers d'autres dispositifs. Et c'est vrai que tu l'as dit, Hélène, en fait, nous, Mission Handicap, en fait, on n'est pas seul. Il y a tout un écosystème qui est là pour accompagner les collaborateurs, les collaboratrices en l'occurrence. Et cet écosystème, c'est hyper important de les sensibiliser aussi pour mieux travailler ensemble. Donc, c'est par exemple les RH, les leaders, les équipes, le cabinet médical. Enfin, voilà, en fait, on est tous ensemble pour accompagner. Merci beaucoup. Pauline, on a parlé de sensibilisation en effet, auprès des salariés et des employés pour qu'elles sachent aussi ce qui est à disposition pour elles, pour avoir un quotidien et un mieux-être, aussi au travail. Je crois que ce qui est important aussi, c'est la sensibilisation donc à toutes les échelles et aussi, au niveau de l'employeur, des recruteurs aussi. Lucie, on peut parler un peu de recrutement et l'importance du coup que la sensibilisation est là, autour de ça?
Alors, c'est même un enjeu essentiel et presque incontournable maintenant pour les entreprises, parce que les entreprises ont besoin de recruter des talents, des gens qui vont contribuer à leur performance. Donc, ça devient un enjeu considérable. Et justement, je voulais rebondir sur ce que disait Pauline, parce que c'est vraiment génial, hein, tout ce qui est mis en place. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça. Pourtant, j'ai plus de 20 ans d'expérience là-dedans sur en tout cas qu'on voit. Et ce qui est très important, c'est de faire savoir aussi ce que vous faites au niveau externe pour justement attirer ces talents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et de plus en plus, notamment les nouvelles générations, elles sont extrêmement, comment dire, extrêmement attentives à ces sujets-là. Et en fait, elles vont plutôt aller rechercher des employeurs qui sont engagés sur ces sujets-là. En gros, elles vont se dire, bah, je préfère postuler et envoyer ma candidature dans une entreprise où je sais que je peux être accompagnée, où il y a une bienveillance en général concrète, avec des explications concrètes sur ce qui est fait, plutôt que d'aller dans une entreprise où on ne parle pas du tout de ça. Donc ça, c'est important aussi déjà au niveau de l'attractivité. Euh, il y a aussi comment dire, toute la partie sensibilisation et sur la fidélisation des collaborateurs enfin, et là, des collaboratrices, c'est que toute cette sensibilisation et cette information qui va être donnée régulièrement et dans la durée, ça va forcément libérer la parole parce qu'on va créer un climat de confiance qui est incontournable pour libérer la parole. Et plus on va créer ce climat de confiance, plus on va libérer la parole, plus ça va libérer la parole d'autres. Et là, en fait, c'est un cercle vertueux, tout à fait. Et donc, pour fidéliser, il y a quand même beaucoup de zapping maintenant, hein. On change d'entreprise beaucoup plus souvent qu'à l'époque. Donc, pour garder les talents, il faut absolument avoir cette approche-là. Et puis, bah, évidemment, il y a, c'est ce qu'on appelle la marque employeur, hein. Quand on prend en compte toute cette diversité, la marque employeur est beaucoup plus attractive. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'attractivité. Et d'ailleurs, là, c'est aussi bah, sur le salon Hello Handicap qu'on organise 2 fois par an. Ça permet justement, on a à peu près 150 employeurs qui participent à chaque édition pour recruter des candidats qui ont une RQTH et donc qui mettent en place en fait, c'est vraiment très parlant par rapport à tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'en affichant aussi leur engagement, ils vont attirer des talents qu'ils n'auraient peut-être pas du tout touchés s'ils n'avaient pas eu cette visibilité et cet engagement auprès de la communauté des candidats avec un handicap. Et donc, c'est un choix stratégique, en fait. Ça doit être intégré dans la stratégie de l'entreprise au plus haut niveau encore. Euh, c'est, c'est, plus on va s'adapter aux besoins spécifiques, plus l'entreprise va être performante et avec et puis plus elle sera attractive aussi dans le long terme. Merci Lucie, c'est vraiment essentiel. Je crois que ce qu'on retient déjà, c'est que la sensibilisation, c'est un levier puissant, c'est le levier, enfin le début de tout, hein, pour sensibiliser en interne, informer et puis avoir un meilleur contexte aussi de travail. Maintenant, quelles sont les solutions aussi concrètes qu'on peut mettre en place? J'ai déjà vu des commentaires, notamment sur le chat du LinkedIn, sur la notion de RQTH. Donc, on y vient. On va parler des solutions concrètes donc comme la RQTH, les aménagements autres possibles. Lucie, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la RQTH et pourquoi c'est un levier essentiel pour les salariés qui seraient concernés et qui souhaiteraient la mettre en place? Ah bah là, on est au cœur du réacteur et tu l'as déjà dit tout à l'heure en parlant de cette reconnaissance. En fait, la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est un statut qui va être attribué par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, et c'est en fait dédié aux personnes, comme je disais tout à l'heure avec la définition, dont l'état de santé va impacter leur travail, soit de façon temporaire, soit de façon durable. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de la RQTH pour les personnes concernées déjà, en premier, c'est-à-dire bah, je vais être étiqueté, tout le monde va le savoir, enfin voilà, des idées reçues autour de ça. Et pourtant, c'est un levier donc ça ne doit pas être vu comme une contrainte, mais c'est un levier, c'est une forme d'assurance, finalement, moi je dirais. On prend une forme d'assurance. D'abord, ça permet d'obtenir des aménagements. Quand on a la RQTH, l'entreprise peut mettre en place des aménagements
en collaboration avec des partenaires externes ou internes, comme disait tout à l'heure Pauline. Ça peut aussi, on peut avoir des dispositifs d'accompagnement, donc des aides financières, des mises en place, par exemple, de transport domicile, travail, des formations spécifiques, etc. Et surtout, il y a un aspect très sécurisant pour le parcours, sur le parcours professionnel. Quand on a des difficultés, ça va faciliter la reconversion, par exemple, ou l'évolution du poste, sans pénaliser la salariée. Et puis, bah, c'est un outil pour, notamment sur l'endométriose, qui peut aider à gérer les périodes de crise sans avoir à culpabiliser aussi. Et donc, en fait, la RQTH, en fait, c'est un droit et c'est pas une obligation, c'est clair. C'est basé sur le volontariat et c'est tout à fait anonyme. On n'est pas du tout obligé d'en parler quand on est dans son entreprise ou quand on est recruté dans une entreprise. C'est vraiment une assurance pour concilier sa santé, son état de santé et sa vie professionnelle, en fait. J'aime beaucoup, l'image en fait, que tu as pu donner, de l'assurance. Je pense qu'on a du mal, en tant que femme atteinte, d'un handicap, d'une maladie comme l'endométriose, de se dire: «Ah OK, je» qu'on peut voir en fait parfois comme un stigmate de: «Je ne veux pas avoir cette étiquette». Et donc c'est là aujourd'hui où donc toi Lucie, dans ton travail, tu essaies de déconstruire aussi ce stigma et ce que fait aussi, Pauline en interne chez Decathlon. Est-ce que d'ailleurs Pauline, tu peux nous donner un peu ton point de vue, employeur, comment est-ce que Decathlon, il perçoit aussi, vous percevez en interne ces enjeux, et quelles sont du coup les initiatives bonnes pratiques, que vous mettez en place pour déconstruire tout ça? En effet, les enjeux, sont nombreux parce que c'est pour le bien-être des collaboratrices et au niveau des dispositifs, on en a plusieurs. On a déjà en tout premier lieu, on a la chance d'avoir, un réseau handicap de plus d'une centaine de personnes qui œuvrent chaque jour en local, dans les magasins, dans les entrepôts, dans les services pour, justement accompagner, informer les collaboratrices qui en ont besoin avec des dispositifs, adaptés à leurs besoins, individualisés, parce que chaque, femme a une endométriose, en tout cas autant de femmes que d'endométriose, donc c'est hyper important. Donc on a déjà ce réseau. On a aussi une plateforme qui s'appelle, Alex, comme le prénom, qui est disponible pour tous avec, juste en se mettant avec l'adresse mail de l'entreprise. Il y a beaucoup d'informations dessus et il y a aussi et surtout un numéro de téléphone. Les personnes peuvent appeler, les personnes concernées ou aussi les leaders. Voilà, s'il y a une question, s'il y a quelque chose, chacun, peut appeler et c'est anonymé, donc c'est super. Et pour rebondir sur le dispositif, en tout cas sur les bénéfices de la RQTH, toutes les collaboratrices qui bénéficient d'une RQTH peuvent avoir des aménagements de poste, donc faits avec des cabinets d'experts en qui on a toute confiance, que ce soit sur le matériel avec des ergonomes ou aussi plutôt sur un pavé, je dirais, psychique, psychologique, avec l'acceptation de la maladie et tout ce que ça peut entraîner. Et aussi, dans notre service QVCT, donc certes, il y a la mission handicap, mais il y a aussi d'autres thématiques. Et la thématique équité, enfin en tout cas égalité homme-femme, équité homme-femme, a aussi un accord d'entreprise au même titre que nous en tant que mission handicap. Et dans leur accord, il y a une nouveauté, en tout cas qui a été validée début d'année pour les collaboratrices qui sont en SAS, donc plutôt magasin, et les collaboratrices qui sont en log, donc logistique en entrepôt, quand on bénéficie d'une RQTH et d'un justificatif de diagnostic d'endométriose sur 8 jours par an fractionnables d'absence rémunérée. Pour les collaboratrices qui sont donc en SE, parce qu'on a 3 sociétés chez Decathlon, voilà, c'est en cours, donc les informations seront disponibles sur le site, sur notre site RH très prochainement. Donc voilà, c'est une grande avancée aussi pour ces collaboratrices. Et on a mis en place aussi, grâce à cet accord, la mise en place de bouillottes, en fait, sur chaque magasin, chaque site, chaque entrepôt. Parce qu'on sait que avoir du chaud avec une bouillotte, ça permet de calmer la douleur un petit peu quand on est en crise. Donc, c'est toujours aussi quelque chose qui peut être très bénéfique. Et enfin, notre dernier dispositif, c'est l'application Livando.
Du coup, on va venir, sur le sujet. Là, je pense qu'on a compris que ces aménagements, en tout cas, sont une assurance, sont un droit et donc chacun, enfin chacune, en tout cas, peut choisir, de les utiliser, ou pas. Des entreprises comme Decathlon essayent d'avoir, différentes, propositions, en tout cas pour celles qui ne souhaiteraient pas notamment, par exemple, s'engager sur de la RQTH. Il y a, du coup, des solutions concrètes qui sont mises en magasin comme, la mise à disposition d'une bouillotte dans chaque magasin, comme la mise à disposition aussi, de l'application Live. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que c'est. Là aujourd'hui, on va pouvoir explorer en fait en cette dernière partie une solution peut-être innovante, qui permet, d'aider en tout cas, c'est ce qu'on souhaite concrètement les salariés atteints de la maladie et essayer de mieux vivre avec au quotidien en ayant quelque chose à portée de main. Donc, Hélène, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, ton expérience personnelle, toi, qui a pu t'amener, à créer Livendo aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, moi, effectivement, j'étais déjà, entrepreneur et donc j'avais déjà lancé plusieurs, startups dans des secteurs d'activité très différents et donc je vivais moi-même avant mon diagnostic avec un impact, sur ma vie, mais, je «m'ignorais» entre guillemets, vis-à-vis de ces symptômes. En tout cas, le mot endométriose n'avait pas été, posé et donc quand j'ai été diagnostiquée à plus de 30 ans, j'ai fait un constat qui est un soulagement, très éphémère, celui d'avoir enfin, voilà ce diagnostic, qu'on attend après autant d'années d'errance, mais aussi le constat de l'errance post-diagnostic, même si je n'en parlais pas en ces termes à l'époque. En tous les cas, j'ai compris, qu'après ce diag, puisqu'il n'y avait pas de traitement curatif, l'errance continuait et pourtant on n'en parlait pas de cette errance d'après. Donc, j'ai été particulièrement interpellée par ça et de fil en aiguille, j'ai souhaité, rencontrer, beaucoup de femmes. Donc pour le coup, j'ai pu échanger avec des centaines de femmes âgées de 16 à plus de 50 ans, qui m'ont, raconté leur parcours, avant le diag, mais aussi après le diagnostic. Et donc, à partir de là, on a pu comprendre, ce qui avait fonctionné pour elles, ce qui n'avait pas fonctionné, pourquoi ça avait fonctionné, pourquoi ça n'avait pas marché et de fil en aiguille, l'idée est venue effectivement de créer une thérapie numérique pour permettre l'amélioration de la qualité de vie de ces femmes et l'autogestion de leurs symptômes en l'absence de ce traitement curatif. Bien sûr, dans toutes les rencontres, il y a eu aussi des rencontres marquantes qui sont celles de professionnels de santé experts de la maladie, qui, le constat était aussi, fort intéressant, étaient eux-mêmes démunis parce que très, très peu de spécialistes en France, et et dans le monde, heu, face à des millions de femmes, dans un besoin d'accompagnement et donc l'objectif et le besoin de ces professionnels de santé, c'est de pouvoir massifier leur savoir et de permettre aux femmes, au quotidien, quand elles ne sont pas dans le cabinet de leur spécialiste, de pouvoir apprendre à vivre avec leur maladie et se rendre autonomes avec la maladie. Donc ça, c'est, la manière dont Liv est née. Donc, un constat, une expérience et une équipe composée de patientes ou de proches patientes et d'experts, de la maladie. Alors ce qu'on a fondé, c'est donc Liv, une start-up qui vise vraiment à changer radicalement la vie des millions de femmes atteintes d'endométriose. Donc avec notre équipe et ses experts, on a donc, développé Livendo qui est un dispositif médical numérique. C'est la première thérapie numérique en France, qui s'inscrit en complément du parcours de soins. Ça, c'est extrêmement important de le préciser. On ne le remplace pas, on va le compléter en apportant cette application pluridisciplinaire d'autogestion des symptômes et donc, comme je le disais, qui vise à améliorer la qualité de vie des femmes. Donc, on est à visée thérapeutique. Et puisque l'endométriose impacte véritablement beaucoup d'aspects dans la vie des femmes, notre approche, donc basée sur un rationnel scientifique, repose sur 5 piliers. Le premier, c'est le pilier de la connaissance, pour en faire des patientes éclairées, avant la mise en action et donc ensuite, on a 4 piliers d'action qui sont vraiment fondamentaux. Le premier, c'est l'activité physique adaptée, donc avec tout ce qui va être yoga, pilates, séances d'étirement spécifiques à la maladie. L'alimentation, notamment, l'alimentation anti-inflammatoire puisque c'est une maladie inflammatoire, mais pas que. On a un pilier aussi sur le bien-être mental et cognitif, donc pour abaisser les niveaux de douleur. Et enfin, un pilier sur la vie affective et sexuelle. Tout ça n'est pas, entre guillemets «à la carte», c'est-à-dire que c'est une approche qui a été
personnalisé et en fonction des symptômes et des scores de qualité de vie de chacune, on va pousser, entre guillemets, un programme de 3 mois adapté à chaque femme et donc qui s'adapte aussi à leur vie quotidienne, puisqu'on n'est pas là pour ajouter de la charge mentale à ces femmes qui ont déjà des vies bien remplies, avec des obligations professionnelles, familiales, sociales, etc. Donc on a tout un fil rouge en thérapie cognitive et comportementale pour aller vers ce changement de mode de vie, pour l'ancrer durablement aussi, et donc pouvoir reprendre du plaisir à manger, à bouger. Voilà. Donc je pense que ça, c'est déjà un premier point. Donc pour vous expliquer ce qu'est cette thérapie numérique, on a déjà pu démontrer par nos études l'amélioration de la qualité de vie et on continue à développer ces études. Et un petit mot quand même sur ce qui nous tient plus que tout à cœur, c'est qu'on ne souhaitait pas faire reposer le coût de notre solution sur les femmes elles-mêmes qui ont déjà, entre guillemets, une dette financière liée à leur maladie. Donc on a fait le choix de la prise en charge par des partenaires qui vont être des entreprises, donc par exemple Decathlon, L'Oréal, Sanofi, Ikea, Système U et bien d'autres encore, des mutuelles, par exemple la MGEN ou encore Abeille Assurance, ou par exemple des établissements de santé, notamment l'hôpital Paris-Saint-Joseph, centre expert de l'endométriose, ou encore le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui apporte donc cette solution. Au-delà de la sensibilisation, ils souhaitent s'engager concrètement pour l'amélioration de la qualité de vie. Ils visent aussi le maintien en emploi de leurs collaboratrices. Et donc, voilà, on agit partenaires et alliés ensemble pour le bien-être des collaboratrices. Merci beaucoup Hélène. On parlait du coup de la prise en charge, donc de l'application, Livando qui est faite, donc par nos partenaires. Vous l'aurez compris, Decathlon est un de nos partenaires, pionniers. Ils ont décidé dès le départ en fait, de se lancer avec Liv, et on fait bénéficier donc, l'application, à plusieurs collaboratrices maintenant. Ça pourrait être intéressant, Pauline, de savoir pourquoi est-ce que vous, chez Decathlon, vous avez choisi de partir avec, la solution Liv pour accompagner vos salariés atteints de la maladie? Bah, déjà parce on partage les mêmes valeurs et c'est important pour nous de trouver des partenaires avec qui on partage les valeurs de confiance, en tout cas de bien s'entendre. Aussi parce qu'on a fait un test, vous nous avez donné la possibilité de faire un test pour voir si cette application était reçue favorablement par nos collaboratrices. Et le test a été concluant parce qu'il y a une quarantaine de collaboratrices qui ont pu en bénéficier durant 3 mois, qui ont pu faire des retours très positifs. Donc c'est ce qui nous a permis de nous lancer complètement dans cette aventure et de venir compléter en fait les dispositifs qu'on a évoqués tout à l'heure. Ça vient vraiment compléter parce que c'est une démarche plus holistique avec ce que nous, on peut déjà proposer. Comme l'a dit Hélène, il y a 5 piliers et du coup, ça permet de vraiment être sur un tout. Et ça permet aussi que les collaboratrices puissent bénéficier de cette application, même chez elles, même le week-end, même pendant les vacances. Donc voilà, c'est vraiment tout le temps à leur dispo quand elles souhaitent. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et il y a aussi le pavé de l'activité physique, qui est du coup, nous, en tant que Décathlon, forcément, est intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'on mène aussi des choses sur ce sujet. Typiquement, en ce moment, sur l'application Decat Coach, il y a tout un programme autour du yoga, de l'endométriose, etc. Donc, c'est des sujets qu'on porte. Donc, c'était hyper intéressant pour nous aussi qu'il y ait quelque chose sur l'activité physique. Voilà. Merci beaucoup Pauline. Chaque, contenu en fait, dans les différents piliers qu'on a sur cette approche pluridisciplinaire, notamment sur l'activité physique adaptée, dans l'application, a été co-créé par les experts dont parlait Hélène, juste avant. Donc on essaye, donc de pouvoir être accompagnés et d'avoir cette rigueur, toujours scientifique qui est aussi une de nos valeurs et qui nous a, aussi je pense réunis à un moment, avec Decathlon. J'aimerais prendre un peu de hauteur, sur le sujet, enfin de hauteur. Disons que, là on voit chez Decathlon en tout cas qu'une solution, à portée de main, une solution digitale comme Liv et ben, elle peut aider à
favoriser ou à accompagner des femmes ou des collaborateurs, enfin là des collaboratrices atteintes de la maladie. Toi, Lucie, quel est ton avis sur ça? En quoi est-ce que les solutions digitales comme Live notamment peuvent aider à mieux comprendre la situation en tant que patiente et aussi favoriser, je dirais, le maintien dans l'emploi pour ces salariés et aussi du coup pour les employeurs. Bah là, Hélène et Pauline ont dit l'essentiel, hein, clairement de manière très concrète, de manière entre guillemets scientifique et logique par Hélène, et puis de manière ultra concrète et pratique par Pauline. En fait, il y a plusieurs avantages. C'est qu'en fait, ça peut déjà faciliter la RQTH, d'abord parce qu'on va mieux comprendre sa situation. En fait, on va essayer d'objectiver ses difficultés. Et le fait d'objectiver, de prendre du recul, même si c'est facile à dire, ça va permettre aussi de mieux comprendre et avoir une vision un peu plus globale de sa problématique. Bon, sur le livre, en plus, il y a des contenus qui sont très pédagogiques, qui sont très bien faits. Donc voilà, il y a tout ce que disait Pauline, hein, la qualité de l'approche et de cette thérapie et vraiment peut être appropriée, enfin, chaque personne peut se l'approprier et l'individualiser. Après, il y a aussi la notion aussi, ce qui freine le plus la demande de la RQTH, c'est le fait d'oser en parler. C'est ça aussi qui freine. Et sur l'appli, il y a aussi des espaces d'échange, on peut en parler, on voit des témoignages, etc. Et la notion d'acceptation dans la demande de RQTH est fondamentale. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à accepter ce qui nous arrive, forcément, on ne peut pas avoir cette démarche de faire reconnaître aussi par on va dire, par la RQTH. Donc, c'est vraiment deux aspects qui sont étroitement liés. Et puis, ce que je dirais, c'est aussi grâce à ce type d'outils, c'est de devenir vraiment acteur de son parcours, de pas subir l'environnement, de pas subir, en gros, on va pas décider pour nous, parce que plus on va connaître, plus on va comprendre ses limites, ses forces, ses besoins, plus on va devenir acteur et pouvoir dire de quoi j'ai besoin aussi moi pour être vraiment concrètement, pour être bien dans mon boulot et le faire aussi bien que, enfin, entre guillemets, de manière aussi dans les mêmes conditions que tout le monde, en fait, finalement. Et je pense que tu as très bien résumé, Lucie, cette dernière partie. L'acceptation, c'est essentiel, ça passe par, bah, évidemment de la sensibilisation aussi, faire comprendre, que, bah, c'est OK et qu'il faut vivre avec, il faut avancer et trouver, en tout cas les solutions, des solutions concrètes pour ce faire. Parce que c'est pas tout beau, tout rose, tous les jours. C'est pas juste des règles douloureuses, l'endométriose, c'est plein d'autres sujets. Et donc en effet, il y a un pilier énorme, sur la connaissance, hein, dans l'application, qui permet, en fait, de mieux comprendre ce qu'on a. On a beaucoup de témoignages en tout cas et notamment, je pense que Pauline, tu peux confirmer, de collaboratrices, qui disent, «Ah bah, par exemple, ça je savais pas. Ah, je me sens moins seule». Je crois que cette notion de se sentir moins seul et mieux comprise, c'est essentiel et ça passe, du coup par, en parler comme on fait aujourd'hui, la reconnaissance de la RQTH, être accompagné, par son employeur, en savoir plus aussi et à Lucie, et les actions aussi que peut faire, Hello Handicap, et handicap.fr également. Je pense que pour terminer, donc on va répondre, hein, aux questions. J'aimerais bien quand même, en dernier point, si c'est possible pour vous, Lucie, Hélène et Pauline, c'est peut-être, finir par un peu un dernier message à passer, pour chacune. Voilà, ça me semble essentiel peut-être de conclure, avec, vous, le message le plus important, à garder. Pauline, si tu veux commencer? Ça marche. Ben, une entreprise inclusive, finalement, c'est une entreprise qui est à l'écoute de ses collaborateurs, collaboratrices, qui prend en compte les besoins de chacun, chacune et qui s'y adapte surtout. C'est très, très important et intégrer les maladies chroniques, au sens large, c'est important parce que c'est un enjeu de santé au travail. Donc, tout le monde devrait, participer à ça. Merci beaucoup Pauline. Hélène, si tu veux, rebondir avec ton Oui, message? avec plaisir. Je voulais simplement préciser une petite, chose, c'est qu'effectivement quand on déploie Live au sein des entreprises,
on n'ouvre pas simplement un nombre d'accès à un certain nombre de personnes. En fait, on travaille vraiment main dans la main avec les organisations, pour fournir, je dirais, clé en main, tout un déploiement, toute une sensibilisation évidemment à tous les niveaux, donc auprès des collaboratrices, mais aussi auprès de la médecine du travail, des services santé, assistance sociale, et cetera. Toute la communication autour pour que ce soit bien compris, entendu, et cetera. Bien sûr, ces ouvertures d'accès pour celles qui en ont besoin et parfois pour ceux qui en ont besoin pour leurs femmes ou leurs filles puisque, parfois il y a aussi cette symétrie des attentions et enfin, nous, on est capable de vous fournir des indicateurs d'impact extrêmement précis aussi, pour vous renseigner sur les bienfaits que ça a pu avoir au sein de l'organisation, à tous les niveaux. Donc ça, c'était, le petit mot. Et enfin, par rapport au message à adresser, d'abord peut-être aux entreprises, je pense vraiment que faciliter le maintien en emploi de vos collaboratrices, c'est un levier puissant à la fois pour attirer, mais aussi pour fidéliser les personnes, les talents, comme on les appelle aujourd'hui. Et je pense il y a le fait de reconnaître cette réalité aujourd'hui qui permet d'améliorer à la fois le bien-être, mais aussi la performance des équipes. Donc, il faut écouter, adapter et soutenir un maximum. Je pense que c'est absolument clé. Et pour les femmes atteintes d'endométriose parmi nous ou celles qui nous écouteront par la suite, vraiment, vous n'êtes pas seules. S'il y avait un seul message à faire passer, c'est vous n'êtes pas seules et sachez qu'il existe des solutions pour améliorer sa qualité de vie. Parfois, comment dire, on peut se dire qu'on est très loin des solutions, pourtant elles existent. Et donc, on peut à la fois vous apporter des solutions pour votre vie quotidienne, mais aussi pour vous accompagner au travail. Et je dirais pour concrétiser tous les projets qui vous tiennent à cœur, puisque voilà, on a des envies, on se projette dans la vie. Et donc, pour nous, le but aussi, c'est de vous donner l'envie d'y croire et d'aller vers ces projets-là aussi. Merci beaucoup, Hélène. Hop, parfait. Et Lucie? Ah bah alors moi, c'était vraiment super intéressant. Je voulais vraiment remercier aussi Pauline, Hélène, toi, Maureen aussi, hein, qui a fait un super boulot dans l'ombre. Moi, je terminerai par dire, le mot handicap aujourd'hui, il faudrait arrêter de le dire. Ce mot-là, il est clairement galvaudé, on n'arrive toujours pas à le comprendre. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de handicap. Ça n'existe pas le handicap. Ce qui existe, c'est les environnements qui ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques de chacune et de chacun, quel qu'il soit dans son parcours de vie. Et puis pour rebondir aussi à ce qu'a dit Hélène sur les solutions, qu'il y a des solutions, c'est que souvent ces solutions, en fait, elles sont très simples et ça nécessite une chose, c'est du bon sens. Et du bon sens et de la bienveillance, aussi bien par son collectif du travail, mais aussi par les hommes. Un homme peut être tout à fait bienveillant comment dire, et notamment un manager peut être bienveillant et créer ce climat qui va permettre à chacun de l'équipe à développer son bon sens. Voilà, donc en fait, la bienveillance, libérer la parole et pas de handicap. Merci, Lucie. Merci beaucoup. Mm. Merci. Du coup, c'est la fin de ce webinaire. Déjà, pour répondre aux premières questions, on va passer du coup à cette session un peu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à en envoyer, que vous soyez sur la retranscription sur LinkedIn ou sur le Zoom. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Notre temps arrive un petit peu à sa fin, mais on va dépasser un peu, si ça ne vous dérange pas, Pauline, Lucie et Hélène, pour pouvoir essayer de vous répondre. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay. L'idée, c'est de pouvoir vous l'envoyer aussi derrière et que vous puissiez, vous, le partager autant que vous le puissiez. Ça fait partie de cet élément principal dont on parlait, c'est de la sensibilisation, en parler encore et encore. Donc, c'est un contenu qui est à votre disposition, qu'on vous partagera derrière et que vous pourrez retrouver aussi sur notre page Live YouTube, où on a différentes vidéos. Nous, chez Live aussi, on sensibilise à travers une campagne de sensibilisation pendant tout mars. Donc, si vous avez des questions sur la maladie ou il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez besoin d'entendre d'autres témoignages pour vous sentir moins seule en tant que patiente ou mieux comprendre en tant qu'employeur ou manager, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. On va vous transmettre le lien également.
Alors, quelques questions. Je vais me faire, un petit peu le maître du temps, et de la parole, si ça vous va. Donc on avait une première question, qui était donc, directement, tournée pour Liv. Donc Hélène, est-ce que vous trouvez les organisations et entreprises généralement ouvertes à des discussions sur le sujet? Ou est-ce que c'est plutôt compliqué de mettre en place, de la sensibilisation sur l'endométriose dans ces structures? Question hyper intéressante. En fait, je crois qu'on avance beaucoup ces dernières années. Les organisations sont de plus en plus ouvertes, curieuses, intéressées, dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire qu'on vient beaucoup à nous aujourd'hui, parce qu'il y a un travail de sensibilisation générale qui est fait par de nombreux acteurs, je crois. Et donc, de plus en plus, les entreprises sont très curieuses aussi, parfois pour lever des mythes, parce qu'il y a certains sujets où elles se demandent si elles vont dans le bon sens ou pas. Tout à l'heure, Lucie notamment parlait du congé menstruel. Donc certains s'interrogent sur le congé menstruel, le congé gynécologique, c'est bien fait ou pas. D'autres nous expliquent qu'en interne, c'est compliqué. En tout cas, ça suscite des débats, etc., certaines polémiques. Et en fait, je dirais, on adore ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est aussi ça, ce travail de sensibilisation, c'est outiller nos interlocuteurs pour qu'ils puissent porter haut et fort la voix, le sujet, et je dirais dans une connaissance vraiment fine de la maladie, pour pouvoir proposer à la fois la sensibilisation pour ceux qui en sont encore simplement là à sensibiliser, ou alors pour tous nos autres partenaires notamment qui sont vraiment passés concrètement à l'action pour apporter cette solution d'amélioration de la qualité de vie. Et ils sont relativement nombreux quand même. Et je dirais des grosses entreprises, mais aussi des plus petites aujourd'hui, s'engagent concrètement. Donc on avance vraiment. Et nous, on fait aussi un effort, bien sûr, de faire témoigner nos différents partenaires, les différentes structures, etc., pour que ça puisse aussi illustrer la manière dont les choses se passent et les résultats d'impact, puisqu'on est une entreprise aussi à impact. Et donc, c'est important que nos partenaires ressentent cet impact en interne. Merci beaucoup. Je crois que c'est important aussi de préciser, de revenir sur, la prise en charge de l'application. C'est une application qui est disponible, oui, en version gratuite, à toutes, les femmes qui souhaitent suivre, l'évolution de leur qualité de vie et de leurs symptômes. La partie donc, complète avec l'ensemble des contenus, elle est prise en charge par les employeurs, donc, partenaires, groupes hospitaliers, ou mutuelles. Donc, dans les faits, si vous souhaitez donner cet accès, à une salariée, on est disponible pour discuter, de la prise en charge de ces accès, ensemble, donc n'hésitez pas, à nous contacter. J'ai une autre question, notamment sur, donc sur Liv également, Hélène. Travaillez-vous en majorité avec des entreprises françaises? Je travaille avec une entreprise allemande et la langue principale est l'anglais. J'aimerais savoir ce que je peux proposer aux RH pour lancer le sujet. Merci en tout cas pour la super présentation, début de sensibilisation pour moi. Merci beaucoup Sarah. Merci Sarah. Alors pour l'instant, on se déploie uniquement en France. La thérapie numérique est basée sur le modèle français avec le parcours de soins français et on souhaite vraiment, nous, être en complément de ce parcours de soins français. Donc pour l'instant, uniquement en langue française pour le public français. On peut en tout cas, ou on l'a déjà, Sarah, échangé, hein, derrière, après ce webinaire, on a déjà adapté une présentation de sensibilisation, Oui, en anglais. Donc la sensibilisation, en tout cas, on peut la faire, en anglais. oui. En revanche, c'est comme disait Hélène, l'application en elle-même, tous les contenus, du coup, sont en langue, française. Alors une autre question, je vais en profiter pour vous partager le lien aussi du salon de recrutement, Hello Handicap, pour les entreprises, qui seraient présentes et souhaiteraient, y participer. Donc nouvelle question, donc c'était, concernant, notamment, la partie, de notre action aussi chez Liv. Je suis désolée Lucie et Pauline, n'hésitez pas à rebondir d'ailleurs si vous avez des des infos, hein, sur les sujets, mais, est-ce que chez Liv, vous avez des actions envers des structures de la fonction publique, Hélène? Alors, chez Liv, on a différents partenariats. Alors, je ne peux pas exactement vous dire auprès de qui, donc on ne peut pas citer forcément tous nos partenaires, mais la réponse est oui sur le secteur. On va dire ça comme ça.
On va partager, ce qui peut être intéressant, c'est de partager peut-être notre page de partenaires entreprises, Oui. pour, ceux et celles qui souhaiteraient être accompagnés en tant que salariés. En tout cas, vous aurez la liste et puis, nous, ce qu'on a pu découvrir au fur et à mesure, en tout cas, qu'on a développé, et déployé, chez nos partenaires, que ce soit mutuelles, ou entreprises, c'est aussi, cette initiative, individuelle, qui part, j'ai l'exemple notamment dans une entreprise, chez Mars où, c'est une personne, Soumaïa, qui a lancé le sujet. Et vraiment, c'est une entreprise individuelle. C'était pas son poste, mais c'est grâce à elle que ça a été lancé, ce déploiement. Donc, ça peut être aussi votre cas aujourd'hui. Si jamais votre entreprise ne fait pas partie de nos partenaires, on peut très bien commencer des discussions et vous accompagner, en tout cas, pour essayer de sensibiliser un maximum en interne. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu passer peut-être d'autres questions? Je me mets aussi sur la partie de LinkedIn. Merci à tous. En tout cas, on reçoit beaucoup de messages de remerciements, donc merci. Hem, on avait une question sur quelle est la démarche à faire pour la RQTH? Lucie, si tu veux, rappeler peut-être les étapes. On avait cette question de Christine. Bien sûr. Alors, en fait, il faut compléter un dossier, donc en fait, demander le dossier pour compléter la demande de RQTH auprès de sa MDPH départementale. Souvent, le dossier, il peut être téléchargé sur leur site. Donc, il faut compléter ce dossier. Il y a un certain nombre de rubriques à compléter et aussi avoir un certificat médical. Enfin, il y a un petit questionnaire médical à faire remplir par son médecin. Une fois que le dossier est complété, bah, vous l'envoyez à votre MDPH. Il y a des délais qui peuvent être longs, malheureusement encore, selon les départements. Et puis ensuite, vous recevez votre notification RQTH. Moi, personnellement, je l'ai eu il y a 2 ans. Et quand j'ai ouvert le courrier, c'était tout bizarre comme sensation. J'avais en même temps hyper peur et en même temps, quand j'ai vu que je l'avais, je me suis sentie reconnue. Et ça fait partie du chemin d'acceptation aussi. Donc, Mmh. vraiment, n'hésitez pas. Je pense qu'on n'a plus de questions à ce stade. On Donc, il y a va une question pour arrêter. Decathlon, je crois, que j'ai vu passer. Alors toutes les questions donc Pauline pourra vous répondre aussi, derrière, directement via la mission handicap. On va devoir couper, ce webinaire, parce qu'on a dépassé vraiment le temps. En tout cas, même les questions liées à la maladie, j'ai vu passer une question sur, la partie, de l'impact sur la maladie et pendant quel, temps, elle a un impact. Vous pouvez trouver ces réponses notamment dans l'onglet questions-réponses qu'on a, sur, l'application, sur Livando. Vous pouvez télécharger sur les stores, donc notamment sur Google Play ou sur l'App Store. Voilà, il y a tout un glossaire de questions-réponses, avec des réponses sourcées scientifiquement sur la maladie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes vous-même patiente. Ça peut vous permettre déjà d'avoir des premiers éléments de réponse. L'adresse contact@liv.app, elle est à votre disposition. Si jamais vous avez des questions sur Liv, la maladie ou que vous souhaitez déployer, en tout cas en interne chez vous, pour prendre soin et accompagner vos collaboratrices, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis je crois que ce qui est important, c'est peut-être de conclure sur le fait que l'endométriose, c'est pas juste une affaire de femmes, c'est une affaire de tous et un enjeu de société. Il y a notamment Simon qui, dans le chat, l'a précisé. C'est que en tant qu'homme, je trouve ça indispensable que les collaborateurs soient eux aussi sensibilisés sur le sujet de l'endométriose. Important pour toute entreprise qui se veut inclusive et contre tout préjugé sexiste. Je crois que ce commentaire, en tout cas, merci beaucoup Simon pour celui-ci, parce que c'est aussi ce qui résume ça aujourd'hui. C'est qu'on a besoin aussi, en tant que patiente, d'être entendu, de se sentir moins seule et donc tout l'entourage, femmes, hommes, à toutes les échelles, doit pouvoir aussi nous accompagner et comprendre en fait ce qui se passe. Donc merci beaucoup, merci à tous. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions et à suivre, si vous le souhaitez, toute la campagne de témoignages vidéo qu'on réalise en ce moment sur la maladie pour avoir du coup plus de billes de compréhension. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'ailleurs. Merci. J'ai oublié de vous remercier, mais merci Lucie, merci Pauline, merci Hélène. J'oublie le principal. Merci et merci du coup aux participants qui sont venus aussi pour se renseigner sur le sujet et qui ont envie aussi de prendre action. Donc un grand merci pour votre participation. Et bravo Léa pour cette superbe animation. Oui, Merci beaucoup, Léa. Léa. Merci à tous. Merci. Excellente journée. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.